ça, c'est des petites erreurs qu'on apprend, même si au final, moi, je suis capitalisé là-dessus, parce que c'est comme ça que j'ai démarré la distribution, le trading et compagnie. On apprend la logistique et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait des situations quand même où les propriétaires d'une boutique dans laquelle on peut pas rentrer, dont on peut pas savoir qui sont les clientes, bah, c'était pas le meilleur plan. Il y a des situations dans lesquelles on se rend vraiment compte qu'il y a deux personnes et des fois malheureusement ça peut dériver en deux blocs au sein de la société et qui clairement ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas la même compréhension même de la raison du conflit et ça peut devenir très 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 difficile. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Soré Asmé, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, et merci de l'invitation. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Pour commencer cet épisode, question classique du podcast, je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens, résumer ton parcours en 2 minutes et nous expliquer tes fonctions actuelles. Mon nom est Sorry Asmeh, comme tu l'as dit. En fait, comme beaucoup du binational, en réalité, j'ai deux prénoms parce que je m'appelle Baptiste en français, donc ça va dépendre un petit peu à qui on va s'adresser. Il y a des personnes qui me connaissent sous l'un prénom ou l'autre, mais c'est la même identité et la même personne. Et je dirais ça correspond un petit peu à la personne que je suis, au sens où, comme je disais, j'ai deux cultures. Donc mon père était cambodgien et ma maman est française. Je suis aujourd'hui installé au Cambodge depuis un bout de temps, depuis même 21 ans. Mais je crois qu'on y revient un peu plus tard ensuite. Et je suis actuellement chef d'entreprise. J'ai monté ma propre structure qui s'appelle Confluence. Je l'ai pas monté seul, je l'ai monté avec des partenaires. J'ai en plus des nouveaux partenaires aujourd'hui. Voilà, chef d'entreprise, Confluence pour donner quelques chiffres ou une dimension. En tout cas, c'est une boîte qu'on a lancée il y a 9 ans aujourd'hui. C'est une petite trentaine de personnes et environ un petit million d'euros de chiffre d'affaires. Donc en France, on serait une TPE. À l'échelle du Cambodge, on est une petite PME. Ok, très clair, super. On va revenir justement sur l'histoire de Confluence, sur vos activités, sur la construction de ta carrière. Premièrement, on va plutôt s'intéresser à la partie culture, différences culturelles. Donc toi, tu l'as très bien dit, tu es entre deux nationalités, le Cambodge, la France. Tu as fait tes études en France. Et donc, il y a 21 ans, tu es revenu au Cambodge. Qu'est-ce qui a été moteur dans ce choix? Qu'est-ce qui t'a fait te tourner justement vers le Cambodge plutôt que de rester en France après tes études? Ouais, en fait, en réalité, c'est pas tellement un choix. C'était plus faute de. Ça, je pourrais raconter une histoire un peu plus glamour, mais ça allait pas tellement. Je pense que comme beaucoup de jeunes, j'avais pas vraiment une idée très 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 précise. À l'époque, on n'avait pas Parcoursup, donc on savait pas forcément où on allait. Moi, les études, c'était pas quelque chose forcément de fait pour moi. J'étais pas très très bon. En revanche, j'étais pas assez mauvais pour me planter. Donc, c'est toujours un peu le problème, c'est quand on est pas totalement idiot, on arrive quand même à passer les étapes. Donc, j'ai fait des études de gestion. Mais dans ma tête, j'ai jamais voulu être derrière un bureau, bosser en banque, bosser en assurance. Ça n'a jamais été mon dada, je dirais. Et j'avais ce rêve d'adolescent, voire même d'enfance, qui était de devenir officier dans l'armée. Ça m'a porté durant quelques années. Sauf que la réalité fait que j'avais aucune des qualités pour être officier, pas bon en sciences du tout. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on voulait rentrer à Saint-Cyr, c'était quand même un must. J'ai jamais été. Alors tout le monde pense que je suis sportif parce que j'ai un physique un peu costaud, mais en fait, je suis pas du tout sportif et j'ai vraiment pas d'esprit de compétition. Et je dirais pire que tout, je suis pas du tout discipliné. Je suis plutôt l'inverse. Donc c'était pas vraiment fait pour moi. J'ai quand même tenté, honnêtement, j'ai fait mes études, je fais partie de la génération qui devait faire le service militaire, je faisais partie des derniers, j'aurais pu trouver toutes les excuses du monde
pour y couper. Je l'ai pas fait, je me suis dit au moins comme ça tu vas voir à quoi ça ressemble et sans faire offense à nos amis militaires, ça m'a pas marqué par un grand dynamisme. Après, j'étais peut-être pas dans une bonne unité, enfin plutôt. Je dis T'étais où ça au sous niveau, le au moment de ton service militaire? j'étais à côté de Lyon, vu qu'on était les derniers appelés. C'est vrai qu'ils étaient gentils avec nous, donc ils nous mettaient à côté de chez nous. À part nos amis les Dom-Tom, qui eux étaient envoyés en métropole. D'ailleurs, je salue ceux de mes amis que j'ai connus à l'époque. Pour moi, c'était une super aventure humaine. C'est vraiment un truc, mettre 40 gars ensemble durant, je crois que c'était 10 mois. C'est top. C'est comme une grande colonie de vacances. Après, c'est quand même quelque chose où notre vie est guidée de A à Z toute la journée. C'était pas trop pour moi. Donc, je suis sorti de là. Un petit blues du fait effectivement de passer, comme je disais, quasiment une année ensemble avec des gens, puis du jour au lendemain on se retrouve tout seul. Et je dois avouer, moi, tous mes potes de fac à l'époque étaient déjà partis soit sur des maîtrises, donc sur des masters à l'époque, sur des masters 2, soit étaient rentrés dans la vie active. Donc j'étais un peu le seul idiot à pas trop savoir quoi faire. Et c'est là où mon père m'a dit qu'il lui était revenu au Cambodge depuis longtemps. Il m'a dit bah, écoute, tu devrais venir au pays. J'avais l'habitude de venir, je venais en vacances, je venais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'avais fait 2 stages au Cambodge, de petits stages. Je connaissais mais sans connaître, comme on connaît un pays où on va passer l'été. Euh, et là, il m'a dit viens voir et tu verras bien ce qui se passe. Et en fait, je suis venu. Euh, j'ai j'ai pris un billet aller-retour. J'ai perdu le billet retour parce qu'en fait, je suis jamais reparti. C'est pour ça que je dis c'était pas un choix, c'était Ok, une opportunité. Après, j'ai quand même fait le choix de rester évidemment. J'aurais pu bien sûr. repartir, mais il n'y avait pas une très grande ambition derrière. Ok. Et on dit que c'est pas la même chose de voyager, visiter un pays et y vivre. Quand tu choisis de vivre au Cambodge, euh, qu'est-ce qui te t'interpelle, les premiers éléments qui détonnent entre la France et le Cambodge? Ouais, alors je dirais, tu sais, c'est un peu compliqué de répondre parce que c'est vrai que le Hmm. Cambodge a tellement évolué en 20 ans. Oui, Je pense que le Cambodge aujourd'hui ou les autres pays de la zone ou qui ont connu ces développements accélérés, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont très aseptisés par rapport à ce qu'ils ont été. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut quasiment habiter au Cambodge comme on est habité en Irlande en exagérant un petit peu, ou à Madrid. C'est vrai que le Cambodge des années 2000, c'était quand même routes. Il y avait très très peu de routes. Euh, il y avait une hygiène au niveau des restaurants qui était questionnable. Il y avait énormément d'armes en circulation. Il y avait quand même un état d'esprit Far West qui était très présent. Ça a totalement disparu. C'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait choquer. Après, moi, vu que je suis en vacances, je connaissais un petit peu ça. Mais honnêtement, quand on est un jeune homme de 20 à 25 ans, c'est aussi le côté sympa de l'aventure. Ça, j'étais pas forcément réfractaire à ça. En revanche, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui change pour toute personne qui va habiter en Asie, en tout cas dans cette Asie du Sud-Est et spécialement la région Mékong, il y a un rapport à l'autre qui est très différent. La notion d'intimité, elle est très 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 différente. Il y a des gens en permanence, il y a les bruits, il y a les odeurs. Tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se prend systématiquement. La chaleur, ces pluies torrentielles, tout ça, c'est quelque chose qu'on se prend un peu dans la tête en arrivant, mais on s'habitue très vite. Puis même, on a tendance, quand on repart, c'est même peut-être ce qui nous manque le plus, les gens, la foule, les odeurs, les couleurs. Voilà. Pour moi, le Cambodge, c'est ça. Mais c'est vraiment cette notion, le rapport à l'autre, les liens familiaux, à la communauté, qui sont au final très très différents de ce qu'on connaît. D'ailleurs, pas forcément qu'en France, mais dans les pays les plus développés. Je pense que c'est ça qui fait la vraie différence. Et puis après, moi, quand je suis arrivé au Cambodge, c'était quand même une terre d'aventure, mais d'opportunités. Et je pense que c'est là, en réalité, qui est aussi une différence essentielle. C'est que autant en France, si j'étais resté, je me serais peut-être posé des questions sur ce que j'allais faire et je serais peut-être rentré dans le rang. Un pays comme le Cambodge, ça nous encourage au contraire, lorsqu'on a un peu un esprit libre, à sortir du rang et puis tenter les aventures. Hmm, ok. Tu parles justement de notion d'intimité. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ça, ce ressenti? Alors, tu évoquais les foules, les énormes événements, tout le monde vit dans la rue, etc. Mais cette notion d'intimité, je la trouve assez intéressante et forte. Comment tu as vécu ça et est-ce que tu peux illustrer ça par un exemple?
Ouais, alors je pense qu'à l'époque, c'était très particulier et heureusement les Cambodgiens ont changé, mais je me souviens les premières années où je venais, c'était même avant que je m'installe, à l'époque, on n'avait pas d'email et on recevait des courriers et je me rappelle que systématiquement les lettres étaient ouvertes. Ils trouvaient ça tout à fait normal de lire, même si d'ailleurs c'était des lettres en français, donc la plupart des gens ne comprenaient pas ce qui était écrit, mais ils trouvaient ça tout à fait logique de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. On recevait un paquet, ils ouvraient. Je me souviens que je sais plus pourquoi, mais j'avais un parfum que j'avais ramené de France. En fait, je me suis rendu compte très vite que bah, tout le monde le mettait parce que tout le monde sentait pareil. Je me dis, c'est un peu bizarre. Ça, c'était quand même, pour être honnête, c'était quand même il y a 25 ans. La société cambodgienne s'est quand même beaucoup développée. Aujourd'hui, je pense que ce lien à l'intimité, je le vis plus, par exemple, dans mon entreprise où, je dirais, comme je disais, on a une petite trentaine d'employés. Je dois quand même avoir la grosse moitié d'entre eux sur mes réseaux sociaux. J'ai leur Mmh. Instagram, ils ont mon Instagram. Donc je dois systématiquement ce qu'ils font, où ils sont le week-end, et c'est réciproque. Après, évidemment, ça dépend de comment est-ce qu'on partage. Mais on est quand même dans des sociétés où on partage beaucoup sur les réseaux. Ça, de ce que je comprends, moi, j'ai jamais travaillé, enfin, jamais vraiment travaillé en France. J'ai quand même l'impression que les Français font beaucoup plus attention à ça. Il y a vraiment une barrière très stricte entre le professionnel et le personnel. Ici, la barrière, enfin, il n'y a pas de barrière. C'est la porte ouverte. Ça, c'est défaut. C'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça. Moi, je le prends plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on a construit la boîte. C'est une grande famille, on va dire. Tu vois que justement la relation avec tes salariés, comment justement tu t'es adapté, tu as pris en compte, bah, les différences culturelles, la culture cambodgienne, comment tu la prends en compte dans ton management, quelles sont les valeurs qui guident ton management au quotidien? C'est un peu ce que je disais. Je pense que c'est un management qui, au final, est très familial, mais dans le bon sens du terme. C'est comme partout en Asie, c'est beaucoup éviter les gros conflits. Donc toujours en permanence essayer de comprendre ce que veut l'autre, pourquoi il a fait ça, quelles sont ses limites aussi, afin de pas le déstabiliser et surtout arriver en finale à en tirer le meilleur. Donc c'est vraiment très important d'analyser les capacités des uns et les autres, capacités que ce soit en français, je sais plus comment on dit, mais des hard skills ou des soft skills, mais c'est vraiment ça, et arriver autour de ça à créer un sorte de petit écosystème où chacun a son rôle de la femme de ménage à la responsable des finances. Moi, je trouve ça passionnant. En plus, on a une équipe qui est au final assez mixte parce on a des cadres français, on accueille régulièrement des stagiaires français, ça c'est encore différent, c'est sur du court terme. On a aussi des employés français et puis on a quelques employés franco-cambodgiens qui sont un petit peu aussi à la limite entre les deux. Ça demande beaucoup de temps, de bien comprendre, et je prétends pas honnêtement tout comprendre. Il y a toujours des surprises. Mais je pense que la principale compréhension, c'est déjà se mettre à la place de l'autre et c'est essayer de comprendre en fait. Enfin, il y a vraiment ce côté où on va en permanence chercher ce que les Cambodgiens appellent le win-win. C'est vraiment ne pas éculer l'autre, ne pas le forcer, et arriver à faire en sorte que des deux côtés, il y a une notion de compromis et qu'on arrive à tirer tout le monde vers le haut. Et c'est vraiment cette notion au final de communauté qui est importante. Attention, ça ne veut pas dire que tous les Cambodgiens sont comme ça. On a déjà fait des recrutements avec des personnalités très individualistes. On voit quand même que la nouvelle génération, c'est pas forcément ça évolue aussi. Et si vous me demandez mon avis, pas forcément bien. Donc nous, on essaye vraiment sur les recrues qu'on a d'avoir ce type de personnalité qui va avant tout servir le collectif. Justement par rapport à ça et à ta carrière, quel a été le plus grand défi culturel que, tu aies rencontré? Une anecdote de vie? Ah, un défi culturel, si c'est dans le cadre du boulot, je pense honnêtement, c'est moins moi que le fait de devoir régler des conflits en fait entre des personnes de cultures différentes. Tu mentionnes une carrière, mais en réalité, j'ai pas eu de carrière parce que j'ai toujours été, enfin, ma vie a fait que j'ai toujours été entrepreneur. Oui. Donc en fait, je me suis construit au fur et à mesure de ça, mais je pense que c'est vraiment ça. Il y a des situations dans lesquelles on se rend vraiment compte qu'il y a deux personnes et des fois malheureusement ça peut dériver en deux blocs au sein de la société et qui clairement ne se comprennent pas. Ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas ils ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas la même compréhension même de la raison du conflit, et ça peut devenir très 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 difficile. Et j'irais
que les Cambodgiens, les Laotiens, de façon générale, on vend toujours qu'ils ont un très bon fond, ce qui est vrai, mais en revanche, ils peuvent avoir un caractère assez dur et ça peut être assez difficile de les faire revenir comment dire, sur des préjugés qu'ils vont avoir sur des personnes parce qu'au départ, il y a eu une mauvaise approche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait aussi très attention à ça lorsqu'on a des personnes qui arrivent, on essaye de leur donner quelques notions. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ne pas s'énerver, euh, ne pas mal réagir quand les collègues cambodgiens se moquent parce qu'ils ils sont assez moqueurs, il faut rentrer dans le jeu. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et vraiment, moi, les mauvaises expériences, ça a vraiment été ça. Et en réalité, il y a plusieurs cas où on n'est pas vraiment arrivé à résoudre le problème et on a dû se résoudre à avoir des départs, même si c'était des bons éléments, des bons éléments pris individuellement. Et en revanche, dans le cadre d'une communauté, clairement, on allait droit dans le mur. Donc ça, c'est des difficultés. Je pense que c'est pas évidemment au Cambodge et dans les milieux interculturels. Et de façon générale, on a quand même toujours tendance, on est au Cambodge, on est une majorité d'employés cambodgiens, on a quand même plutôt tendance à écouter d'abord ce que disent les Cambodgiens. Ils n'ont pas raison sur tout, mais quelque part, on est quand même chez eux, on va dire. Qu'est-ce que tu mettais en place? Ces conflits, c'est aller voir individuellement chaque personne, mettre tout le monde dans une salle, justement. Comment ça se passe au Cambodge pour régler des conflits? Ouais, alors au Cambodge, c'est vraiment pas, si on met tout le monde dans une salle et on pointe du doigt, c'est vraiment pas la méthode. C'est vraiment pas la méthode à faire. Non, c'est vraiment plutôt essayer de rencontrer un par un ou petit groupe par petit groupe pour vraiment écouter. En fait, c'était ce qui se passait, c'était que un côté n'écoutait pas l'autre et comprendre vraiment c'est quoi le problème. Et souvent, on se rend compte d'ailleurs qu'il n'y avait pas de problème. C'est juste des incompréhensions, des problèmes d'attitude. Une attitude, elle peut se corriger, mais si elle vient du caractère, si elle vient de l'éducation, c'est encore pire. Là, c'était vraiment des questions d'attitude qui certainement auraient fonctionné sur d'autres marchés qui chez nous ne fonctionnaient pas. Comme je disais, on a essayé de le résoudre. On n'est vraiment pas arrivé. C'est arrivé 2 fois. On a fait en sorte que les départs se fassent proprement et surtout, on a fait attention d'ailleurs lorsqu'on a remplacé ces cadres de prendre des personnes. En fait, on faisait, enfin à partir de ce moment-là, on fait beaucoup plus attention. Moi, ce que j'appelle les soft skills, mais c'est vraiment la capacité. Euh, il faut des personnes qui aient de l'empathie, il faut des personnes qui s'intéressent au Cambodge, qui s'intéressent aux Cambodgiens, qui aient cette capacité à discuter avec eux, parce qu'encore une fois, au final, on est une société cambodgienne et on représente la majorité de nos équipes et on travaille pour le Cambodge. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a changé notre façon de faire nos recrutements, on va dire. Mmh. Mais j'ai pas de recette bien là. Honnêtement, Bien sûr. c'est très Ouais, difficile. c'est se dire qu'il faut que la personne rentre dans le système de valeurs de l'entreprise, ou Exactement. sinon, même si elle est ultra performante, en fait, elle ne s'intégrera pas dans l'écosystème. Justement, aujourd'hui, à Confluence, quels sont les piliers, tu en parlais un petit peu précédemment, mais quels sont les piliers principaux, les valeurs principales de ton entreprise? Sur quoi as-tu construit ton entreprise? Alors, nous, on l'a construit. D'ailleurs, on est peut-être un peu connu pour ça en ville. Pas forcément toujours en bien, mais c'était un peu un esprit de bande. C'est-à-dire, c'était vraiment, on chasse en meute, on travaille en meute, de l'entraide, mais de l'entraide entre nous. Ce qui n'a pas forcément été toujours très bien vu par les autres, parce que forcément, c'est assez exclusif. J'irais en revanche, on a toujours fait l'effort, ça depuis un moment, de nous impliquer dans la communauté. Donc moi, j'ai été président de la chambre de commerce. Là, on a certains de nos cadres qui sont à nouveau. On a toujours été très impliqués dans la French Tech. Enfin, on essaie de redonner à la communauté. Et c'est vrai qu'il y a cette notion. Nous, au final, on est une entreprise, on est, comme je disais, une petite trentaine de personnes. On fait beaucoup d'hébergements. En plus, on a des boîtes dans lesquelles on a des parts qui sont avec nous. Au jour le jour, on est quasiment une centaine. C'est vrai que cet aspect construction, animation de notre communauté, il est très important. Ce qui fait que des fois, on peut apparaître comme étant un petit peu euh, renfermés sur nous-mêmes. C'est pas le cas individuellement, mais c'est en tout cas l'image que ça peut donner. Mais nous, ça nous permet en fait aux gens qui viennent directement d'être dans un petit écosystème. Je vais pas dire qu'il s'autosuffit, mais c'est quand même un peu ça l'idée. Et donc automatiquement sur les valeurs de la boîte, ça va être l'entraide,
Euh, le fait d'aider le camarade qui est en difficulté sur telle ou telle question, c'est pas moi je fais mon travail et je me limite à ça. C'est vraiment, ok, moi je suis meilleur à ça, mais en revanche, si je vois la personne d'un autre département qui est en difficulté, je vais quand même aller consacrer du temps pour l'aider. Si je suis commercial et que je vends, par exemple du café et que je vois, tiens, il y a un nouvel hôtel qui va ouvrir, ils sont en train de chercher une marque, je vais aller chercher la partie conseil qui développe le marché pour des boîtes d'hôtels. C'est vraiment cette notion d'entraide qu'on essaie de pousser au maximum, à la fois sur nos équipes et sur les personnes, c'est ce qu'on appelle les confluenceurs, donc c'est nos résidents. C'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. C'est en gros, on n'appartient pas tous aux mêmes boîtes. Donc c'est comme si on avait alors, je suis lyonnais, je vais parler de foot, mais c'est un peu comme quand il y a des groupes qui rachètent plusieurs clubs de foot, ben, c'est un peu pareil. En fait, à la fin, on a quand même les mêmes intérêts, mais on a tout intérêt à travailler les synergies entre les différentes structures. Quand tu parlais d'accueillir d'autres entreprises, d'avoir ces espaces de coworking, enfin, je crois qu'au sein de Confluence, vous avez des espaces de coworking, de partage avec les entreprises justement que vous hébergez. Si on revient à la genèse de Confluence, est-ce que tu peux justement me raconter l'histoire de ton entreprise et la façon dont tu l'as construite? Ouais, alors c'est pareil, c'est pas ultra glorieux, mais bon, non, en fait, moi, je suis arrivé au Cambodge, j'étais quand même un jeune garçon qui avait un CV quasiment blanc. J'avais pas une très grosse plus-value. Je me souviens, j'ai toujours pas un très bon anglais, mais alors à l'époque c'était vraiment catastrophique. Je parlais quasiment pas le khmer, le cambodgien. Et en plus, on était quand même sur un marché, le Cambodge, où il y avait un marché de l'emploi qui était très très limité. En gros, il fallait avoir des compétences techniques, pardon. Moi, clairement, c'était pas du tout mon cas. Donc en réalité, j'ai pas trouvé de travail. J'ai un peu bossé avec mon père. Ce qui est jamais facile. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des rencontres, des gens qui arrivaient avec des compétences techniques, qui voulaient monter des boîtes, mais qui avaient un petit peu ce côté, je sais pas trop comment on va faire, c'est compliqué. Alors, honnêtement, c'était beaucoup moins, enfin, c'était plus simple quelque part que maintenant. Et en revanche, il fallait connaître les ficelles. Et vu que moi, je venais en vacances depuis un moment, j'avais quelques relations, j'ai géré les premiers cas, j'ai fait croire que je connaissais. En fait, je connaissais pas, mais j'ai appris. Et puis, au fur et à mesure, j'ai amélioré, géré mon offre. Euh, Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en fait actionnaire de tout un tas de boîtes. Parce que j'avais pas du tout de boîte moi-même, j'étais pas un consultant, j'avais jamais fait de conseil, je savais pas comment packager ça. Donc au lieu, ce que j'ai appris à faire avec Confluence ensuite, au lieu de vendre des prestations, au final, je disais bon bah tu montes une boîte, tiens moi je prends des parts avec toi. Je suis ton partenaire local. C'était pas des grosses boîtes, hein, c'était pas Vinci, c'était pas Bouygues, c'était plutôt des boîtes dans l'informatique, des agences de com. Enfin honnêtement, on a monté une boutique de lingerie. Enfin, c'était très, très diversifié. Puis je prenais des parts. Euh, Mauvais calcul au sens où souvent déjà je mettais de l'argent. Donc je valorisais pas ce que moi j'aimais. Le réseau, les facilitations, on va appeler ça. Et en plus, souvent j'étais minoritaire dans des domaines que je connaissais pas. Ça veut dire que j'avais pas vraiment un mot à dire sur l'orientation des boîtes. Financièrement, j'avais quand même du mal à me retrouver, parce que ceux qui sont actionnaires dans des startups le comprendront, on touche de l'argent, c'est très très lointain. C'est vraiment une galaxie très lointaine. Bon, j'ai fait ça durant quelques années. À la fin, je crois que j'avais des parts dans peut-être 11, 12 boîtes. Alors quand je dis ça, ça fait rêver, mais c'était pas des grosses boîtes. Mais la vie m'a rattrapé, parce que j'ai dû me marier. Et au Cambodge, un mariage, ça coûte cher. Donc j'ai dû financer ce mariage. Donc là, j'ai fait un petit bilan financier. En plus, mon épouse de l'époque venait du monde de la finance, donc elle était assez stricte là-dessus. Et je me suis quand même rendu compte que financièrement, c'était pas un modèle très périn. C'était marrant. Ça m'a permis de me faire un réseau vraiment de malade euh, dans tous les domaines justement, mais en revanche financièrement, c'était pas périn. En plus, je commençais à avoir du mal à expliquer quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais. Je me rappelle, je bégayais totalement parce que j'arrivais pas à vraiment expliquer. Euh, voilà. Donc j'ai fait un petit travail sur moi-même. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre et je suis assez content parce que je crois que j'ai vendu quasiment toutes les boîtes sauf une, pas tous mes parts, pas des gros montants, mais ça a aidé à payer ce mariage. Et en fait, à partir de là, je me suis dit en fait, quoi est-ce que t'es bon, c'est quoi ta plus-value là-dedans, comment tu, euh, comment tu
tu peux arriver à le construire et non pas à chaque fois te retrouver actionnaire, mais au contraire vendre ça comme une prestation. Et c'est comme ça que Confluence a commencé. Alors au départ, j'ai fait des missions. À l'époque, il y avait la région Rhône-Alpes euh, avait une branche internationale qui s'appelait RI, qui était assez puissante, qui depuis a disparu, mais c'était assez connu. Donc, étant lyonnais, j'ai fait des missions pour eux. Ça m'a bien plu. Moi, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien accompagner, donc je faisais ça. Puis au fur et à mesure, on va dire, on a construit une offre autour de ça. Au début, c'était je vais chercher un partenaire, on fait des missions commerciales. C'était je vais faire une étude de marché, on fait l'étude de marché. Puis après, c'était maintenant, je vais m'implanter, comment on fait? Bon, il a fallu apprendre à comment enregistrer une boîte, comment enregistrer une marque, comment enregistrer les produits. Je viens, maintenant, je vais recruter 3 personnes. Bon, faire un petit peu de RH. J'ai besoin de bureaux. Hop, on met des bureaux. En fait, on est vraiment arrivé à construire une offre au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est vrai que les bureaux, dont on parlait tout à l'heure, le coworking, c'est un élément assez important pour nous parce qu'on a 1000 mètres carrés de bureaux. Donc, je pense qu'on est peut-être celui avec les plus gros bureaux en vrai coworking, euh, Cambodge. Et ce que je disais, c'est qu'on héberge quasiment une centaine de personnes par jour. On a une trentaine de boîtes avec nous, des très grosses boîtes et des startups. Euh, et c'est quelque chose qu'on a vraiment construit au fur et à mesure. Ceux qui ont connu le Confluence du début, c'était un petit étage fin fond d'une allée. Aujourd'hui, je pense qu'on fait partie, enfin, on a quasiment les plus beaux bureaux du pays. Donc là-dessus, on a bien évolué. Ok. Oui, et puis c'était aussi, tu parles de ce parcours un peu chaotique qui au final est arrivé sur la création de Confluence. C'est aussi tous les apprentissages de tes expériences précédentes où tu as fait, je crois que ce que tu disais, du conseil en informatique, tu as une agence de com, la distribution de produits européens. Et c'est tous ces éléments-là qui, après, mis bout à bout, ont permis de créer Confluence et d'apporter à tes clients en fait un réel support pour s'implanter sur le marché local, sur le marché cambodgien. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, si j'avais pas passé ces 10 années alors honnêtement, je m'amusais bien, mais 10 années à entreprendre dans des secteurs divers et variés, j'aurais pas eu le réseau et la connaissance du marché. Et puis en fait, c'est aussi en fait, avec ça, on apprend comment aussi gérer l'administration cambodgienne, gérer les partenaires internationaux, gérer Mmh. les employés cambodgiens. Tout ça, je l'ai appris à ce moment-là. En plus, j'étais pas le partenaire principal, donc j'étais souvent le partenaire de recours. Donc, c'était aussi une position qui pouvait, à part financièrement, ça pouvait être intéressant. Donc, j'ai beaucoup appris là-dessus et c'est sûr que derrière, ça facilitait cette, comment dire, ce lancement de Confluence. Après, ce qui est marrant, c'est que Confluence, au départ, je l'ai vraiment monté en me disant, tu restes petit, tu voyages léger, quasiment pas de bureau, c'est toi tout seul avec un laptop. Bon, là, 9 ans après, je me retrouve avec une trentaine d'employés, 1000 mètres carrés de bureau. Et je pense que dans la vie, il faut savoir s'adapter, être mobile et puis suivre un petit peu les tendances du marché et surtout les opportunités. Tu l'expliquais, vous êtes initialement plutôt sur du conseil, de l'accompagnement, sur la structuration pour l'implantation locale. Et aujourd'hui, je crois que même le business model de Confluence est en train d'évoluer et s'oriente plutôt vers, enfin, garde la branche conseil, mais s'oriente également sur la partie investissement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont tu fais évoluer, en fait, le modèle de ton entreprise? Bah, en fait, c'est ce que je disais, c'est vraiment être à l'écoute des opportunités. On s'est être à l'écoute des clients. Heu, Où la partie investissement, elle a commencé, je dirais comme souvent avec nous de bric et de broc, hein. C'est des clients qui disent: «Ah bon, ouais, on aimerait bien bosser avec vous, mais vous êtes un peu cher, on n'a pas de budget». Et dans la discussion arrive forcément le moment où ils nous disent: «Bon, ben, on vous paye pas, mais en échange, on vous donne des parts». Bon, moi j'étais tout content parce que encore une fois, mes premières expériences, je payais pour avoir des parts, là on me les donnait, donc j'étais assez heureux. Heu, Expérience, heu, enfin, avec le recul, on se dit: «Tiens, s'ils ont pas d'argent, c'est peut-être qu'il y a un problème». Mais ça vient après. Donc c'est comme ça qu'on a commencé nous à prendre des parts dans des boîtes et en se disant qu'en fait ces boîtes-là, on allait en fait arriver à les faire agrandir parce qu'au final on a quasiment toutes les fonctions support. Au début on les avait pas toutes, mais aujourd'hui on les a. C'est effectivement les bureaux, l'administration. On est très bon aujourd'hui en logistique. On sait recruter parce je pense qu'on a une très bonne équipe. Enfin, on a vraiment toute la palette et comment on arrive à plugger d'autres projets dans lesquels on prendra des parts. Ça, c'était là, je dirais, il y avait un petit côté incubateur, enfin incubateur au sens, on a un projet, on le pousse et on le fait grandir et puis on espère sortir ensuite.
Ça, c'est bien lorsqu'on n'a pas d'argent. Et encore une fois, on se limite en termes de possibilités de projet. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est on a fait rentrer des nouveaux partenaires qui nous viennent du milieu de l'investissement, parce qu'ils ont vu le potentiel. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, je pense qu'on a créé une base qui est solide. On connaît bien notre marché. On a même une capacité aujourd'hui de déploiement sur les marchés voisins. On connaît bien la Thaïlande, on connaît bien le Vietnam. C'est une région qu'on maîtrise. On connaît pas aussi bien que le Cambodge, mais on a des alliés, on a des réseaux. Et c'est comment nous utiliser, nous, pour arriver à porter des projets sur lesquels soit on viendrait en partenaire ou soit même, en fait, on lancerait. Et c'est vrai que c'est toujours qu'on a un vrai entrepreneur, rester simple consultant, et à côté, on a un petit peu, on peut être frustré. On met toute notre énergie dans un projet, puis à un moment ou à un autre, c'est un peu comme les gens qui ont des enfants, ils arrivent à 22 ans, ils quittent la maison, c'est un peu pareil. Là, c'est vraiment cette idée de dire, on connaît le marché, on voit les opportunités passer. Opportunités, soit business qu'il faut créer, soit donc des gens qui ont des business et qui cherchent des partenaires. Bah, c'est simplement lever la main ou au contraire se lancer à fond sur un projet, l'étudier, faire tourner les modèles et compagnie, et puis ensuite aller sur le levée de fonds. Ça aurait pas été possible si on était seul. Et aujourd'hui, on a les partenaires. On a les partenaires pour, et ça devient vraiment l'une des activités de la société, avec aujourd'hui ce challenge qui va être justement de trouver la balance entre les projets clients et les projets investissement. Euh, Comme tu peux imaginer, il y a aussi il peut y avoir des questions aussi de conflit d'intérêt entre les deux, donc il faut qu'on fasse attention à ça. On en est très conscient, et ça devient d'autant plus passionnant, je dirais. OK, très bien. Oui, c'est vraiment, aller chercher, enfin vous investir, mais également, amener les structures pour pouvoir intégrer des investisseurs et accompagner, ces startups, sur leur propre développement et vous être un agrégateur en fait et un accélérateur. Mmh. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément des startups. Ça D'accord. va être des projets qui vont être en mode startup au sens où ils débutent sur le marché. Oui. Mais on travaille avec des sociétés qui sont plutôt bien établies. Ça peut être ça aussi. C'est plutôt dire, il y a une opportunité. C'est une opportunité qui a été amenée par un client. Il y a un besoin de financement. Pourquoi pas nous? Enfin, nous au sens, nous et nos partenaires. Mmh. Tu parles de tes partenaires, des réseaux que tu crées et cetera. Tu l'as dit aussi précédemment, je crois que les ré la façon de construire son réseau et créer son réseau qui c'est quelque chose que tu connais bien. Tu as été membre fondateur de la French Tech, au Cambodge. Tu as été président, de la chambre de commerce au Cambodge. Tu es également, membre d'un groupe qui s'appelle l'OSCI. Avec ton expérience et avec, Mmh. ta carrière qui s'est construite aussi à travers, ces réseaux, quels conseils tu peux donner pour bien construire son réseau et comment savoir, naviguer dans ces environnements? Alors moi, ça, c'est un conseil que je donne en général aux gens qui démarrent chez nous, et notamment, je dirais, ceux qui sont sur des fonctions cadres ou commerciales. Je leur dis, au début, il faut jamais refuser un rendez-vous. Il faut accepter, il faut rencontrer les gens, faut se faire un trou, faut se faire un nom, et la première chose, c'est donner de son temps. On tombe sur des rendez-vous où on a vraiment l'impression, au bout de 10 minutes, de perdre totalement son temps. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça, je pense que c'est essentiel. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je peux me permettre des fois de refuser des rendez-vous ou de les balancer sur des gens de mon équipe, mais ce que je peux garantir, c'est qu'à 95%, si on a une demande de rendez-vous à Confluence, même si on sent le projet qui va jamais se faire et compagnie, on fera le rendez-vous, parce que ça fait partie de nos valeurs. Ça va être aussi être de donner un maximum d'infos en amont. Alors, je sais pas si je vais faire des amis en disant ça, mais on n'est pas des avocats, on facture pas à la première heure. On est plutôt du genre à partager notre expérience, partager notre passion pour ce qu'on fait, donner des infos pour montrer en fait aux futurs partenaires, futurs clients, et puis des fois ils sont ni partenaires ni clients plus tard, mais c'est pas grave, pour montrer qu'on maîtrise et qu'on sait ce qu'on fait. Je pense qu'il faut vraiment être dans cette notion de partage. Je pense que ce qui est important, l'engagement associatif, c'est quand même la meilleure façon euh, de se faire un nom, de se faire un réseau, de rencontrer des gens. C'est quelque chose, je pense, qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, j'ai eu le cas de gens chez nous que je forçais un petit peu à aller dans l'associatif, puis je voyais que c'était pas leur dada. C'est pas grave, on peut pas.
On n'a pas tous les mêmes caractères, mais pour moi, c'est vraiment ça le quand on s'engage dans une cause et dans une asso, on en bénéficie forcément. On va pas en bénéficier. L'idée, évidemment, c'est pas d'aller vendre le service, mais c'est au contraire gérer la renommée, le capital sympathique qu'on va acquérir, le réseau. Moi, je me rappelle avec la French Tech. Moi, honnêtement, j'ai jamais été tech. Quelqu'un qui est dans la tech me parle 5 minutes, il se rend compte que je connais vraiment rien. En revanche, j'étais le coprésident de la French Tech parce que j'ai cette capacité ou cette habilité à pouvoir entraîner les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, je connais très bien l'écosystème tech au Cambodge, que ce soit les autorités cambodgiennes. Et nous, ça nous a permis, enfin, ça nous a ouvert, ça nous a donné accès à des personnalités de premier plan, à des réseaux de premier plan aussi. Si j'avais pas fait cet effort French Tech, au départ, on était 2 ou 3, euh, on n'en serait vraiment pas là. Mais en revanche, il faut pas le faire dans cette approche-là. Ça, c'est la récompense à la fin. Et si on s'attend, en fait, à en bénéficier tout de suite, c'est mort. L'associatif, c'est énormément de temps passé, rencontrer des gens, surtout recevoir des gens, c'est encore plus de temps et encore plus d'efforts. Et en fait, je pense que la récompense, elle arrive plus tard. Le réseautage et le networking, moi, je fais partie de ceux où je suis un peu plus critique. Je fais attention au networking sur lesquels je vais. Parce que je pense que c'est pas parce qu'il y a 500 personnes que ça va être pertinent. Et aujourd'hui, on fait aussi attention, vu qu'on a, euh, on a pas mal de cadres et d'employés avec des fonctions commerciales, on fait aussi attention là où on les envoie. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Et je crois beaucoup plus aux rencontres en petits comités. C'est pour ça que l'associatif, c'est bien. Lorsqu'on s'engage dans une asso, on fait partie du bureau, on fait partie du CA. C'est les petits groupes et je pense que c'est là où on connecte vraiment. Je crois moins aux très, très grandes messes. Alors c'est peut-être aussi parce que vu que je suis pas ultra, je suis pas quelqu'un qui prépare énormément mes dossiers ou mes déplacements. Je pense que s'il y a des gros événements, il faut tout préparer en amont. Moi, c'est pas mon truc. Juste dans la spontanéité. Ok. Ouais, donc c'est se dire que ça a du bon, mais c'est trouver également un juste milieu entre aussi ces activités professionnelles, parce que si tu consacres au bout d'un moment 100% de ton temps à l'associatif, hein, tu manges plus à la fin du mois en fait. Donc, C'est exactement ça. Après, nous, je pense que Confluence, on a cet avantage où quelque part, ça fait partie de notre boulot. C'est sûr que moi, c'était ce que je disais. Je disais, pour moi, être président de la chambre, c'est logique. Un moment ou un autre, c'était marqué euh, sur ma trajectoire. Notre boulot, c'est amener des boîtes au Cambodge. En plus, on bosse beaucoup avec des boîtes françaises. C'est sûr que ça faisait doublement sens. C'est sûr. Hmm. Lorsque c'est les personnes qui sont pas sur ces métiers d'accompagnement, forcément, elles vont peut-être faire elles vont pas faire je dirais, le dernier kilomètre de l'effort qui va permettre d'aller chercher les boîtes, d'aller rencontrer les autorités, parce qu'effectivement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des frais, au final, ça coûte beaucoup plus cher que ça rapporte dans un premier temps. Ensuite, c'est comment on arrive à utiliser ça. C'est comme toute implication. Comment est-ce qu'on arrive à profitabiliser sur la durée cet investissement et qui est en réalité un investissement. Clair. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière auquel tu as fait face? Une situation un peu insolite? Je pense des vrais challenges. Enfin, moi, principalement dans les affaires, c'est quand même souvent lié aux personnes. Et ça va être beaucoup de se retrouver associé dans des boîtes ou dans des secteurs qu'on connaît pas, qu'on Ouais. maîtrise pas, parce qu'on a suivi d'autres personnes. Par exemple, je parlais de la boutique de lingerie. On avait lancé ça avec un, avec un ami de l'époque. On était 2 hommes. Fallait quand même oser. On s'est retrouvé à gérer une boutique de lingerie. En plus, on avait des belles marques. On avait Obat. En plus, c'était l'époque où Obat était très, très connu en France pour les campagnes de pub. Mais en revanche, on ne pouvait pas aller dans la boutique lorsqu'il y avait des clientes. Donc, c'était quand même, je pense qu'on s'est un peu planté au début sur ne serait-ce que l'ADN du projet. C'était un peu une erreur. Puis c'était un peu bizarre quand on présentait le projet. Moi, quand je me présentais, tu fais quoi? J'ai une boutique de lingerie. C'était pas, voilà, ça, c'est des petites erreurs qu'on apprend, même si au final, moi, je suis capitalisé là-dessus, parce que c'est comme ça que j'ai démarré la distribution, le trading et compagnie. On apprend la logistique et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des situations quand même où les propriétaires d'une boutique dans laquelle on peut pas rentrer, dont on peut pas savoir ce qui sont les clientes. Voilà,
c'était pas le meilleur plan. On peut pas trop communiquer non plus, parce que si on communique trop, ça fait, moi j'étais marié, je me prenais des scuds parce que je communiquais, enfin, d'ailleurs, je ne le faisais pas, mais si heureusement à l'époque on n'avait pas Instagram, mais si je communiquais sur les réseaux et je mettais en permanence des pubs au badge, je pense que ma femme n'aurait pas été très contente. Voilà, c'est ce genre de choses où je pense des fois il faut quand même réfléchir. Il y a l'opportunité, on la voit, mais la question c'est est-ce que cette opportunité est pour nous, ou est-ce qu'il faut la laisser de côté? Et justement, ça, tu l'as vécu comment, comme un échec ou au final, enfin, comment ça s'est terminé, cette aventure? Ça s'est terminé. Alors celle-là, c'est une boîte, ouais, c'est quand je disais que j'ai vendu toutes mes boîtes, c'est celle qu'on n'a pas vendue, on l'a fermée. Heu, on peut dire que c'est un échec financier, c'est un échec, c'est un échec d'affaires tout simplement. Après ce que je disais, c'est que moi, ça m'a appris à comment gérer une relation avec des marques internationales. Aujourd'hui, Confluence, on a une activité distribution, donc on le fait. Je me souviens très, très bien que les premières marques qu'on a contactées nous demandaient nos références. Bah, moi, je pouvais mettre Obad. Mine de rien, Obad, c'est quand même un des grands noms, de ce secteur-là, et c'est une Mmh. des marques leaders. Donc c'est toujours pareil dans la vie, c'est lorsqu'on se plante, la question c'est comment savoir rebondir et comment savoir utiliser ça. Moi je pense que je l'ai fait. Heu, Ce qui est pas forcément évident, mais c'est encore une fois, c'est avoir cette capacité à prendre un petit peu de recul, voir, pourquoi ça a pas marché, c'était quoi le problème, peut-être qu'on était trop tôt, peut-être qu'on a mal fait, peut-être qu'on n'était pas assez mature, ou qu'on n'a pas mis les bonnes ressources, et puis ensuite c'est arrivé à quand même essayer d'en garder les points positifs. Il y en avait quelques-uns. On a fait des très, très beaux défilés de mode, à Planpette de lingerie, c'était quand même sympa. Voilà. Échec, mais échec qui permet d'en rebondir, comme OK. tout bon échec. Justement, tu parles, d'échecs. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Je pense que c'est alors aussi parce que ça correspond à ce que je suis, mais on m'a dit une fois: «Il faut pas être très bon sur une chose, il vaut mieux être moyen de partout». En fait, je me suis toujours un peu rappelé de ça en me disant: «Ça servait à rien de chercher à me construire des des, heu, des skills, des compétences très, très spécifiques». Être enfin, je suis pas avocat, mais être juriste, par exemple, être très, très bon en marketing, être très, très bon en finance. Au final, quand on entreprend, je pense que c'est pas utile. Ce qui est utile, en revanche, c'est savoir un minimum, savoir lire un contrat, savoir, le corriger, savoir, communiquer, ça je pense que je suis pas trop mauvais, savoir lire un plan financier, oui. Je pense que c'est ça qui est un petit peu la clé, en tout cas pour entreprendre. Pour moi, c'était un bon conseil, parce que je vois, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir des experts dans leur domaine. Après, c'est autre chose. Je pense que quand on est un expert dans son domaine, en fait, on se limite beaucoup sur le champ des possibles. Moi, ce que je pense, c'est que si on est moyen de partout, en fait, on comprend, et après, c'est si on a vraiment des besoins, bah, c'est faire appel ensuite à soit des consultants, et puis même ensuite, recruter, créer l'équipe avec des gens qui, eux, sont bons dans ce domaine-là précis. Mais toujours ce que je disais au début de l'entretien, moi, j'essaie quand même de garder des gens, OK, ils sont très bons dans la finance, mais qui peuvent aider sur autre chose aussi, qui ont cette mentalité, qui vont pas être juste avec les chiffres devant les yeux, qui vont aussi comprendre quand on leur demande de faire des efforts en marketing, qu'ils le comprennent aussi, enfin, qu'ils le comprennent aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment enfin, ouais, je pense qu'il y a ce côté où il faut pas être trop attaché à, sur les hard skills, vraiment sur une connaissance technique. Et le deuxième conseil, c'est savoir, bien s'entourer. Ça, je pense que c'est clair. Bien s'entourer dans ses équipes et dans les partenaires. Ça, c'est la clé pour moi de la réussite, entrepreneuriale. Mmh. Oui, c'est se dire après que c'est en fonction des personnalités, soit tu es généraliste, soit tu es, spécialiste, mais que de toute façon, quand tu es généraliste, à un moment donné, il va falloir agréger, différentes compétences et aller les chercher chez des partenaires et toi être, le l'huile, on va dire, dans l'engrenage. Exactement, exactement. Après, évidemment, ça dépend des métiers, ça dépend des secteurs, mais je pense que pour construire, c'est quand même plutôt des profils généralistes qui vont réussir à emmener un peu tout ce monde, que des gens très, très spécifiques. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie? Ouais, alors d'ailleurs je l'ai en tatouage sur moi. C'est un peu spécial parce que c'est aussi la devise de la ville de Lyon, et je suis très, 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 très lyonnais. C'est du latin, c'est, virtute duce comita fortuna, et ça veut dire la vertu pour guide et la fortune pour compagne. Ça parle pas forcément lorsqu'on le dit comme ça, mais en réalité, moi, je le prends comme, pour moi, ça veut dire que dans la vie,
il faut à la fois être chanceux. Donc il faut tenter les chances, il faut persévérer, tenter et compagnie. Mais il faut aussi avoir la vertu, il faut aussi avoir des valeurs. Donc c'est important d'avoir des valeurs. Donc c'est la vertu pour guide. Donc il faut avoir des valeurs fortes. Mais il faut se dire que si on a que les valeurs fortes, ça peut être le travail, ça peut être tout un tas de choses. Et si par exemple on est très travailleur, et même si on est très bon et qu'on fait pas les bonnes rencontres ou qu'on fait pas tomber les bons contrats, on n'y arrivera pas. Et à l'inverse, même si on est très 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 chanceux et que voilà, on a des belles opportunités, si on n'a pas la valeur travail ou d'autres valeurs derrière, on n'y arrivera pas. En fait, il faut arriver à avoir les deux. Ça demande d'être humble, ça veut dire qu'on se dit aussi, même si je suis très bon, tout dépend pas que de moi. Ça dépend. Il y a une grosse part de chance pour moi. Alors la chance, il faut la provoquer, il faut la saisir, mais c'est vraiment ça qui est important. Et en fait, la citation, elle est sur la en entier, elle est complétée par une autre phrase, c'est memento hodere semper, ça veut dire euh, souviens-toi toujours d'oser. Et c'est un bon complément en fait. C'est là, il faut avoir des valeurs fortes. Il faut savoir compter sur la chance. Mais dans les deux cas, si on n'ose pas, si on tente pas, on y arrivera. En réalité, on n'arrivera jamais à arriver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis en permanence. Euh, je- des fois, comme tout le monde, je suis un peu fatigué. Je me dis tiens, est-ce qu'il faut vraiment là, j'ai été au Maroc il y a 3 semaines. Est-ce que c'est vraiment utile comme déplacement? Est-ce que ça va provoquer des nouveaux courants d'affaires? Eh ben, qui ose gagne. On tente et puis on voit. Pour l'instant, ça n'a rien amené, mais qui sait pour la suite. Et justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu fais pour, là, c'est ta maxime qui te guide dans ta vie et tu parles justement de d'avoir confiance, mais de toujours continuer, à croire en son projet. Comment est-ce que tu fais, toi, pour continuer de progresser aujourd'hui? Je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par la rencontre. Pour moi, c'est vraiment ça qui est clé. C'est pas. Alors les gens disent beaucoup. euh, Enfin, je vois ça régulièrement passer qu'être entrepreneur, c'est être seul. C'est vrai qu'il y a une solitude du dirigeant qui est évidente. Je pense que tout le monde la ressent à un moment ou à un autre. Quand je dis entreprendre, c'est vraiment créer et gérer son entreprise. Après, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont aussi partageuses que les autres entrepreneurs. Donc, c'est justement le fait de participer à ces assos, à ces clubs, où là, on rencontre d'autres entrepreneurs et en discutant, on va pas forcément partager tous nos secrets ou tous nos problèmes, mais c'est en fait via l'échange qu'en fait on progresse en permanence. Moi, je suis pas dans la. Je crois que j'ai ouvert une fois dans ma vie un bouquin de management. J'écoute pas des podcasts tous les matins qui vont me raconter comment réussir. Je crois pas trop à ça. En revanche, dès que j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui me paraît intéressant, je la saisis. Et si ça m'amène très très tard le soir ou très tôt le matin avec quelques verres sur des belles discussions, je suis toujours preneur. Enfin, pour moi, c'est les rencontres. Après, ça c'est ma personnalité. Mmh. J'irai à chacun de trouver un petit peu sa voie, mais la progression, moi, je la vois beaucoup par. C'est pas du mimétisme, c'est via l'échange. Où, en fait, on voit au final entreprendre, je dis pas que c'est toujours pareil. Chaque situation est un peu différente, mais ça va rester la trésor, l'humain, euh, la stratégie, comment on voit le développement. Ça, on le partage tous. Et quand on voit des gens qui réussissent, c'est sûr, c'est plus intéressant d'écouter comment ils ont réussi, puis comment ils sont plantés et comment ils se sont relevés aussi. Est-ce que tu as un conseil, pour une personne qui souhaite entreprendre? Moi, c'est quelque chose. Alors, je vais dire ça, c'est pas forcément parce que très honnêtement, si j'étais resté en France, je pense que j'aurais peut-être pas entrepris. Je pense que c'est le Cambodge qui m'a fait entrepreneur. Aujourd'hui, je pense qu'en revanche, j'aurais énormément de mal à redevenir un simple salarié ou un cadre. Euh, je pense qu'il faut déjà se dire est-ce qu'on a ça en soi? Est-ce qu'on est prêt à se lancer là-dedans? Parce que ça demande quand même très grande énergie. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante. C'est quand même sur la théorie parce que, enfin, sauf être très chanceux, mais même si je crois beaucoup en la chance, malheureusement, ça arrive quand même pas souvent. Je pense il faut être capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices et il faut pas sous-estimer la charge. J'aime pas le terme de charge mentale, mais il y a un peu ça quand même, la charge mentale euh, que ça représente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être entrepreneurs sans forcément se rendre compte de ce que ça représente. Je pense que ça, c'est vraiment le, le, le premier pas. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est il faut être capable de se remettre en cause très, très, très souvent. Parce qu'en fait, on a des idées,
qui peut être formidable. On peut rencontrer des formidables personnes, mais il faut être capable en permanence de se dire oula, attention, ce projet-là, il faut peut-être pas le faire. Ce projet-là, il faut peut-être revenir dessus, le modifier. Je pense qu'il faut aussi avoir cette capacité d'introspection, de savoir, de connaître c'est quoi nos propres limites, d'être bon aussi pour analyser les autres. Comme je disais tout à l'heure, le choix des partenaires et des collaborateurs est essentiel. C'est vraiment ces aspects-là. Si on n'a pas ça en soi, je pense quand même que c'est difficile, à mon avis. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Moi, j'aurais tendance à appeler Pascal Catry, qui a un profil qui est assez intéressant, parce qu'il a développé la première et la plus grosse chaîne de pharmacie au Cambodge. C'est quelqu'un qui avait une pharmacie en France, mais qui a su en fait, qui a créé, je veux dire, c'est un groupe aujourd'hui, et en plus avec tout ce que ça représente autour de formation, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter sur Erasme? Alors moi, le plus simple, ça reste LinkedIn, c'est notre c'est notre jouet et notre réseau social principal. Alors, je suis aussi sur Facebook et Instagram, mais c'est pas forcément très intéressant ce que je poste. Mais LinkedIn, je partage pas mal de choses sur ce qu'on fait, que ce soit Confluence ou les projets autour, ou même les projets associatifs, et j'ai tendance à répondre assez rapidement. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps sur Erasme. C'était enrichissant et un plaisir d'échanger avec toi, de voir que parfois les parcours d'entrepreneurs sont pas forcément, justement, les parcours sont pas linéaires. Il faut savoir en permanence tirer le meilleur de chaque expérience pour arriver à un endroit et arriver où tu es aujourd'hui. Si je peux juste conclure sur un truc, à mon avis, entreprendre, en fait, il faut pas y aller pour l'argent, ça c'est clair. Il faut pas y aller pour la gloire. Ça arrive après lorsqu'on a réussi. Moi, c'est pas encore tout à fait le cas, mais on y travaille. Mais en revanche, en termes, je dirais, d'enrichissement personnel, je connais rien de ceux qui veulent tenter. C'est juste qu'il faut être capable, effectivement, de se casser la gueule et de se relever. Ça, c'est le must. Ok, bien noté. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.